Alors, nous allons entendre la dernière communication de cette deuxième session, et qui est celle de Carlos Estela Villela de l'Université Bordeaux-Montaigne, et qui va évoquer une des familles importantes du Pérou de photographes, donc Recuerdos del Pérou, la jeune République sud-américaine sous l'objectif du photographe charentais Eugène Corret. Merci beaucoup. Bon, je vais direct, directeur Graham. Le classement du Fonds Corret en tant que patrimoine de la nation péruvienne est une des plus récentes preuves de l'importance de l'intérêt que continue de susciter le travail de l'un des studios photographiques les plus anciens du Pérou. La Bibliothèque nationale de ce pays abrite une grande collection de près de 50 000 plaques de verre qui reproduisent des vues de Lima sous différents angles et des moments clés. À des moments clés. Il est à noter que l'on distingue plus majoritairement dans cette collection les portraits des héros, des présidents, commerçants et des voyageurs qui participent d'une étape de l'histoire nationale qui va de la seconde moitié du XIXe siècle aux années 1930. Pour autant que l'on sache, aucune autre collection, qu'elle soit privée ou publique, n'est légale en termes de quantité. D'autre part, le reste de son œuvre encore dispersée est constitué de reproductions de ces types, des types cartes de visite et d'autres formats conservés dans des albums de famille. Et c'est sans compter les multiples reproductions en publication de l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Je vais garder celui-là. Sans risquer de tomber dans l'excès, on peut dire que l'héritage que représente celui de Eugène Corret aux yeux des Péruviens en fait un des Français les plus célèbres et appréciés, dont l'influence s'exerce au-delà de la simple reconnaissance de son identité, puisque nombreuses sont les images qui ont été utilisées pour illustrer de manière anonyme les manuels scolaires avec lesquels des dizaines de générations ont su apprendre et apprendre les événements de la vie républicaine de leur pays. C'est courant même aujourd'hui de lire ou d'entendre des avis sur toute cette œuvre forgée sur 7 décennies qui la considèrent comme une sorte de mémoire iconographique du Pérou. L'exemple le plus parlant se trouve dans ces quelques lignes attribuées à Raúl Porras Larrañaga, pour qui l'héritage de Corret serait, je cite, le reflet de toute la société limanienne de la seconde moitié du XIXe siècle et de la première décennie du siècle suivant. Fin de la citation. Bien que l'historien se réfère concrètement à la capitale à de nombreuses reprises, elle n'est qu'en fait une métonymie du pays entier. La plupart du temps, ces photographies sont simplement vues comme preuve historique de quelque chose qui existait, quelque chose qui parfois existe toujours, telle la remarquable façade du studio Corret sur la rue Girón de l'Union, une des rues principales de Lima. Cependant, il est commun de déceler une forme d'ingénuité ou de conformisme face à la photographie. Une illusion d'objectivité qui existe depuis ses origines. L'idée que les clichés reproduisent fidèlement la réalité. C'est sûr que dire que ces photographies représentent toute la société limanienne est excessif, mais quels sont les mécanismes qui permettent que certaines images puissent être qualifiées de représentatives? Quelles sont les raisons qui ont fait que cette collection de plaques soit celle qui a été préservée jusqu'à aujourd'hui? Quelles images ne font pas partie de cette archive et pour quelles raisons? Si à son retour en France, Corret a emporté avec lui quelques images, lesquelles a-t-il considéré bonnes d'exploiter en Europe? Pourquoi et où sont-elles? En aucun cas, je ne souhaite discréditer la capacité de ces photographies à nous aider à comprendre notre passé. Bien au contraire, c'est un rappel à ne pas faire confiance à une approche tautologique et souligner son potentiel pour l'étude des subjectivités et des idées. La conjonction des célébrations du bicentenaire de l'indépendance et les tumultueux événements politiques vécus ces derniers temps qui ont relevé de manière généralisée et inéluctable une société qui souffre de graves fractures est une occasion en or pour l'étude et la réflexion des causes et séquelles de cette cassure sociale.
En ce sens, encourager le questionnement à partir des images photographiques et l'évolution des façons de les utiliser, mais aussi retracer les réseaux et dynamiques derrière ces dernières, contribuera au dialogue urgent sur la nation péruvienne. Hors série. L'histoire de la famille Courret, originaire d'Angoulême, pourrait n'être qu'une parmi d'autres histoires de migrants très fréquentes durant la seconde moitié du XIXe siècle et qui racontent des déplacements physiques, économiques et culturels entre la France et l'Amérique du Sud. Le récit biographique le plus précis, nous le devons à Isabelle Tozan, qui a su balayer beaucoup d'incertitudes sur le photographe. Pour commencer, son vrai nom, qui est en réalité Michel et non Eugène. Sa date de naissance et de mort, ainsi que le lieu où lui et son frère sont enterrés. C'est parmi d'autres données auxquelles personne ne s'était intéressé jusqu'à là. Des recherches comme celle-ci, qui s'intéressent aux personnages en tant que migrants et qui mettent en relation l'œuvre avec la généalogie et les liens géographiques et professionnels, permettent de nouvelles approches des œuvres photographiques. Beaucoup d'histoires sont similaires à celles de Courret. Le père François est installé à Lima vers la fin des années 1830, après avoir vécu au Chili, travaillé en Amérique du Sud en tant que coiffeur avant d'entreprendre le commerce d'articles français. Son père et son frère étaient meuniers et dans sa propre histoire et dans celle de ses fils, l'on reconnaît cette alliance entre la vie et la campagne, qui se retrouve dans d'autres familles. Des voyages transatlantiques assez fréquents, des alliances matrimoniales entre compatriotes dans le pays d'accueil, ainsi que des membres de la famille nés sur différents continents. Achille, grand frère d'Eugène, est né à Santiago de Chile en 1829, un de ses fils à Lima en 1855 et l'autre à Angoulême un an après, sont tout autant de caractéristiques qui en font un cas exemplaire et en même temps, comme le signale Mme Tozan, les lieux qu'occupent ces images dans l'imaginaire visuel péruvien en fait par ailleurs une histoire exceptionnelle. À l'arrivée du jeune Michel à Lima, au début des années 60, les affaires commerciales de la famille sont entre les mains d'Achille. Et plusieurs photographes français proposent leurs services dans la capitale, qui connaît toujours l'essor économique généré par l'exploitation du guano qui a attiré le père. Michel travaille tout d'abord au studio Monuri, duquel il aurait adopté le nom d'Eugène. Son employeur est correspondant pour Nadar à Lima et envoie des photographies qui sont reproduites sous forme de gravures dans le monde illustré. Rapidement, en 1863, le jeune apprenti inaugure aux côtés de son frère le studio Photographia Central. Cette même année, il voyagera aux îles Marquises et il est un des premiers photographes professionnels à prendre en photo la Polynésie. 2 ans plus tard, quand Manoury revient en France, il lui achète le studio et le fonds. La marque Courret trace de cette façon une longue trajectoire qui couvre la vie politique, urbanistique et sociale de Lima. Hors champ. Le journal El Comercio du 12 avril 1892 annonce ce qui sera le dernier voyage de Courret vers l'Europe. Il voyagera en compagnie d'Andrés Sayou. Le journal liménien écorche alors l'orthographe du nom de ce dernier, car il s'agit en fait d'un des fils de menuisier Bernardo Gailleur et de Félicienne Larabieur, né en 1849 à Suescum. L'article précise qu'il s'agit de membres éminents de la colonie française qui ont résidé au Pérou durant de nombreuses années. Courret, Gailleur, Larabieur sont des noms bien connus parmi les Français installés à Lima. Et ils sont toujours dans les têtes de liste de la Société de bienfaisance, la Bombe France, les clubs de tir, le cercle français. On peut aussi citer des noms tels que Fort, Truel, Fontanès, Rémy, Dibos, pour la plupart natifs du sud-ouest de la France, tous photographiés au studio Courret. De la même manière, des citoyens allemands, italiens ou chinois l'ont été au studio de la rue Mercaderes et leurs portraits, compilés avec ceux de la bourgeoisie lémanienne, sont un outil d'immense valeur pour l'étude de l'immigration au Pérou. Les réseaux et alliances établis entre compatriotes s'avèrent être fondamentaux dans son cas et leur potentiel augmente à mesure que les générations se succèdent. Les studios s'installent dans le local où auparavant le père dirigeait une boutique avec le bordelais Gustave Ducasse, qui plus tard deviendra partenaire d'Adolphe Dubreuil. Ce dernier sera le successeur d'Eugène
en 1892 et par la suite, son fils René dirigera les studios jusqu'à sa fermeture en 1935. Achille retourne en France en 1871, un moment particulièrement dramatique, et continue à exercer le métier de photographe à Paris, puisqu'il est annoncé dans le Figaro comme un bon retoucheur de négatifs pour l'Amérique du Sud. En 1875, cependant, il abandonne la capitale et dans les années 1880, il tiendra plusieurs studios à Nice, où il travaillera aux côtés de son fils Michel Albert, qui deviendra un photographe paysagiste. En 1890, Achille s'était établi dans la capitale exerçant au numéro 19 rue Cité du Retiro, et en 1895, il achète à Monoury un studio au 10 boulevard Montmartre. Ce fut le moment le plus important de Couret à Paris, du moins le plus médiatisé. Ce studio se situait dans le passage Jouffroy, un des plus fréquentés de Paris. On y trouve aujourd'hui le musée Grévin et on peut l'imaginer comme un écosystème représentatif de la vie sociale à l'époque. Ici, Couret fait le portrait de comédiens qui sont alors reproduits dans plusieurs numéros de photogrammes, de la revue Photogramme, parmi les clichés de Nadar ou Rodlinger. Durant cette période, il photographia d'autres personnages qui caractérisent cette société orientée vers le spectacle et les sports. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai raconté Monica que dans un des albums Mariani, il a aussi, j'ai trouvé un cliché de Couret. On peut parler d'un relatif succès dans cette capitale européenne à un moment où l'industrie devient plus rude, et c'est dû à la multiplication des photographes. En plus de l'exploitation des fonds acquis à d'autres photographes, nous devons considérer des stratégies qu'il met en place pour entretenir des rapports avec des secteurs privilégiés de la société. Les talents pour identifier ces espaces et opportunités, Eugène a su le démontrer depuis son temps à Lima et le maintiendra à son retour en France. Il implique d'autres sphères que le domaine artistique. En ce sens, il est important de considérer les liens avec différentes sociétés savantes comme la Société de géographie commerciale de Paris, dont Achille et ses deux fils ont fait partie, de même avec la Société d'ingénieurs civils de France, le Musée d'histoire naturelle de Paris ou encore l'École centrale du Paris. Ces dernières années d'activité à Paris se passent à cheval entre le 19e et le 20e siècle dans le studio situé au 156 rue Légende. Et même si certaines de ces images continuent d'être reproduites dans diverses publications, ce jour, en tant que photographe mondain, semble être révolu. La succession d'Eugène nous donne certaines informations qui orientent les recherches futures. Nous ne devons pas perdre de vue Dubreuil et d'autres familles sont sûrement ajoutées à la liste, puisqu'il s'agit d'une relation de longue durée qui a traversé plusieurs générations. Juanita Dubreuil, comme d'autres, est un personnage récurrent dans les photos de Couret et est également une de ses héritiers. Tout cela constitue un arrière-plan qui témoigne des modes d'association typiques des mouvements migratoires établissant des liens forts de part et d'autre de l'Atlantique, voire au-delà. Souvenirs. Les albums intitulés Recuerdos del Perú, édités et commercialisés par les Couret, peuvent servir d'indice pour retracer les mécanismes de construction d'une diversité d'icônes visuelles qui prétendent représenter une idée du pays. Le contenu de ces éditions est variable, cependant les sujets sont similaires. Début de la Plaza de Armas, de la cathédrale et d'autres églises de Lima, du fleuve Rimac, de rues, des types péruviens, des dames de la ville alternent dans ces pages. La Bibliothèque du Congrès des États-Unis et la Bibliothèque de l'Université de Californie possèdent deux de ces albums. Dans le premier cas, l'album est divisé en deux volumes et il est dit être une production de 1868, probablement parce qu'il contient plusieurs photographies de la ville d'Arequipa après le tremblement de terre qui s'est produit cette année-là. De son côté, l'Université de Californie estime que le sien a été réalisé entre 1863 et 1871, année où s'achève la construction du palais de l'exposition dont les photographies figurent dans l'album. Une situation similaire existe avec d'autres albums intitulés Vistas del Perú, possédés par le Getty Research Institute et la State Library of Victoria en Australie, dont les contenus varient. J'aimerais
J'aimerais vraiment porter une réflexion sur les titres Recuerdos del Perú qui nous renvoient à l'œuvre du bordelais Auguste André Bonafé, Recuerdos de Lima, dont le premier tome paru en 1855 fut réalisé à Lima par le lithographe originaire de Bayonne, Émile Prug, alors que le deuxième est paru l'année d'après à Paris chez Le Mercier. Dans son livre sur Corée, Schwartz partage une page d'un catalogue intitulé Recuerdos del Perú, sur laquelle se voit à côté d'un gaucho une reproduction de la Samacueca de Bonafé. Il s'agit d'une des impressions récurrentes chez les photographes de l'époque. Les gauchos habitent la Pampa en Argentine, et une preuve de comment la photographie a contribué à la reproduction de l'art et la divulgation de ce type d'impressions hautement demandées par les clients. Le format privilégié dans ce type de publication est la carte de visite qui profita d'une demande élevée et se vendait individuellement afin que chaque acheteur puisse envoyer un de ses souvenirs à la famille éloignée avant la carte postale ou afin qu'il complète son propre album. De même, il était possible d'en acheter un déjà tout fait. Il nous reste encore beaucoup à découvrir sur l'album. De même, il était possible et les interactions autour de ce format, son utilisation entre les sphères publiques et privées, entre autres. Cependant, les reproductions de l'Alameda de los Descalzos, la statue équestre de Bolívar, le bombardement du Callao en 1866, des muletiers, des marchands de gâteaux, des mulâtres, des métis et d'autres ont été plus faciles d'accès aux chercheurs et au public en général dans les différentes publications alimentant ainsi un flux de capital visuel autour d'une certaine conception du Pérou à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans une composition de lithographie intitulée Tradition nationale Lima, apparue dans l'édition spéciale du 1er juin 1872 dans El Correo del Perú, à la dernière page de ce numéro dédié à l'exposition nationale originellement prévue un an plus tôt à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance, on retrouve 8 images, la majorité d'entre elles sont décorées. Toutes sont accompagnées de textes suggestifs qui multiplient les sens dégagés par celle-ci, en relation avec l'image de porteur. On trouve une analogie animale. Les textes de la tapada, femme voilée, expliquent la traduction et met en exergue l'ingéniosité de la femme liménienne. Les mots qui accompagnent l'image de la femme allaitant un enfant, celle dans laquelle le lithographe a corrigé son regard, s'arrête ludiquement sur l'exposition du sang. Et je vais sauter malheureusement cette partie dédiée aux reproductions des Monnier. Il fait en fait, il utilise les photographies de Couret dans son récit sur le voyage qu'il fait des Indes au Para. Mais c'est intéressant parce qu'il les introduit dans une narration. Donc, et comme vous voyez, les dons des noms, voilà. Mais je vais sauter ça pour avancer parce que j'ai dû couper beaucoup. Mais le genre du type exclut des individus et en leur refusant leur identité pour les amener à représenter une communauté ethnique ou un métier. D'autres photographies de Couret, celle de Amas de Leche, dans lesquelles les nourrices apparaissent comme des outils d'ostentation bourgeoise, tendent même à rendre à ces femmes invisibles. Cependant, dans le cas que nous avons résumé ici, on pourrait penser que la fiction rend l'humanité et individualise ces personnes en les intégrant à un récit. Bon, je parle du cas de Monnier que je n'ai pas touché. Et il y a une dernière image que je voudrais évoquer, et elle apparaît dans l'album Recuerdos del Perú de la New York Public Library et dans Vistas du Getty Institute. Et bien sûr, elle a circulé sous le format d'une carte de visite. Simplement, le format ne permet pas d'inclure des légendes. Cependant, dans certains albums, c'est le cas.
et cela facilite l'identification. Il s'agit du personnage qui, dans un album de photographies anthropologiques du musée d'histoire naturelle, vous voyez la référence là, s'appelle Indien Kampa, et dont on trouve plusieurs prises de vue au studio, probablement de la même session, selon certains auteurs dans le cadre d'une visite aux autorités à Lima. Je m'intéresse particulièrement à son apparition dans l'album que j'étudie dans le cadre de ma thèse, un album offert par la communauté française de Lima en 1874 au président Adolphe Thiers. Parmi les images que nous avons mentionnées, il apparaît comme, voyez l'image, un Tuspa, chef indien de la frontière des Amazones. Cela me surprend particulièrement car c'est la première fois que je le découvre associé à un homme. Et aussi parce que c'est le plus grand portrait, 15 cm par 20, qu'on y trouve et qu'il est présent individuellement sur la page. Dans quelle mesure l'origine de ce personnage, comme ceux de Monnier, tous habitants de la région amazonienne, a-t-elle à voir avec le degré d'exposition que nous avons brièvement décrit précédemment? Représente-t-il la dernière frontière de la civilisation, les degrés les plus aigus de l'exotisme, et par conséquent la curiosité qu'il suscite est-elle plus grande? Pourquoi les reproductions destinées au public péruvien ne les excluent-elles pas? Le rapport de l'expédition à Chanchamayo commandé par le gouvernement péruvien à l'ingénieur suédois John William Lindström peut nous donner une idée de la perception qui se faisait des habitants de l'Amazonie péruvienne au milieu du XIXe siècle. J'ai décidé de me tourner vers un étranger car son histoire a été publiée en 1869 par Emilio Prü, dont j'ai déjà parlé, et qui avait beaucoup d'intérêt pour la région car des années plus tard, il s'installerait comme colon et deviendra consul honoraire à Chanchamayo. Lindström, au même titre que les grandes majorités des auteurs de l'époque, emploie le terme de chunchos, utilisé de manière récurrente pour nommer les habitants de cette partie de la jungle centrale péruvienne. Cependant, son discours a quelque chose de paternaliste. Je cite Lindström. Je pense que les chunchos se civiliseront facilement comme cela s'est produit avec les Indiens des rivières Ucayali et Urubamba et à d'autres endroits sur la rivière Tambo, ceux qui, il y a 20 ans, étaient tout aussi sauvages que ceux qui peuplent les rives du fleuve Pyrénées aujourd'hui. J'ai l'impression que la réserve contre la reproduction de ces images par les habitants de Lima a à voir avec le risque d'être considérés comme des coins sauvages. Un autre imprimeur, éditeur français Carlos Prince, chargé de préparer la bibliothèque péruvienne pour l'exposition universelle de 1900 à Paris, et craint qu'une telle idée ne se répande en Europe à propos des peuples américains considérés, je cite Carlos Prince, peut-être pas dans un état de barbarie quasi primitive, mais au moins à un degré de retard intellectuel dénigrant et complet. Fin de la citation. Alors qu'il entreprend la tâche de démontrer le développement intellectuel à travers le livre qu'il possède réellement. Cette crainte fut ressentie auparavant par les membres de la colonie péruvienne à Paris, à l'exposition universelle de 1878, lorsqu'ils firent enlever les sculptures de deux guerriers précolombiens placés à l'entrée du pavillon péruvien pour les envoyer au musée ethnographique monté par Biener à l'autre bout de l'exposition. Il y a quelques semaines a été présentée une édition de la Bibliothèque nationale du Pérou qui vise à faire connaître sa collection de cartes de visite et celle choisie pour illustrer la couverture en était une ancienne bien connue, celle dans laquelle Couret a capturé l'image la plus connue du plus grand héros national Miguel Grau, le personnage autour duquel il existe un consensus qu'il associe à l'honneur et à l'intégrité en raison de son comportement irréprochable pendant la guerre du Pacifique. Il n'y a pas de controverse à son sujet. Nous sommes tous d'accord. Cependant, permettez-moi une dernière question qui me semble pertinente sur la base des réflexions que nous avons partagées jusqu'à présent. Intuspa pourrait-lui être un jour la couverture de ces livres intitulés Le Pérou? Merci beaucoup.
Thank you.